En tout cas, je voudrais vous remercier, chacun d'entre vous. Bien sûr, remercier les élus, députés, sénateurs qui sont parmi nous, qui seront parmi nous au cours de la matinée, de la journée. Remercier tous les intervenants, ils vont être nombreux. Ils viennent du monde de l'entreprise, du monde de la recherche, des médias, mais aussi des différentes sphères institutionnelles. Je voudrais leur dire vraiment un immense merci d'être avec nous et vous verrez que nous aurons des intervenants de bon niveau, ce qui est un gage et une garantie de qualité pour cette journée sur l'intelligence artificielle. Ce colloque, pour nous, c'est à la fois une ambition, mais aussi une conviction. L'ambition, c'est celle que je porte aussi, et les sénateurs qui sont ici de mon groupe le savent, c'est qu'on arrive de temps à autre à s'extraire du quotidien législatif. Il y a des textes de loi qui nous tombent sur la tête de jour en jour et on est attaché très très court, nous, à se piquer de l'instant législatif. Et dans un monde qui bouge tellement, il faut vraiment que de temps en temps on fasse un pas de côté, qu'on ait ce recul, qu'on prenne de la hauteur, d'autant plus que le monde qui bouge nous apporte des transformations qui sont profondes et auxquelles on doit nous répondre. C'est vraiment l'ambition que l'on porte, que l'on veut porter et qu'on portera par exemple avec ce colloque. On a d'autres thématiques qu'on abordera dans les prochains mois, mais cette thématique, nous avons voulu absolument l'aborder assez vite. La conviction, c'est que je parlais de bouleversement. Je pense que peut-être d'ailleurs que les historiens diront que le XXIe siècle commence maintenant, comme le XXe avait commencé avant la guerre 14-18, etc. Mais je pense que plus que de bouleversement, plus que de modification de nos sociétés et de la science, c'est quand même, on vit un moment un peu de révolution, d'une rupture en tout cas qui est très profonde. Et toutes les révolutions, vous le savez aussi bien que moi, elles ont un caractère à la fois soudain et parfois aussi incertain. L'IA a ces deux caractéristiques. La soudaineté quand même, parce qu'on est passé en quelques années, Joël Barral pourra mieux le dire que moi encore, des chatbots à une intelligence artificielle générative qui est capable de s'adapter, qui se nourrit en permanence de données, d'une masse énorme de données, et qui est de plus en plus performative. Donc ça, c'est un élément. J'observe d'ailleurs que dans les éléments chiffrés, quand on voit les investissements capital-risque, dans les jeunes pousses, dans les startups, on était l'an dernier déjà à 125 milliards, je crois, de dollars sur le capital risque. Et un certain nombre de prévisions essaient de peser le marché de ce que peut représenter l'IA à un horizon très proche de 2030. Et on a des calculs autour de 1800 milliards de dollars. C'est absolument donc considérable. Donc il y a une soudaineté, qui est absolument visible et qu'on arrive déjà à mesurer. Et puis, il y a le caractère incertain, l'incertitude. Personne n'est capable de dire ici, je pense, ce que sera dans 10 ans l'IA. Personne n'est capable de dire ce que sera l'IA déjà dans 5 ans. Quels seront les secteurs qui seront impactés? On sait que la santé, l'éducation, l'information, tous ces secteurs le seront. Mais on ne connaît pas exactement dans quelle mesure ils seront transformés. Est-ce que l'IA pourra aider un candidat au sénatorial à gérer sa campagne sénatoriale, mes amis sénateurs? Et est-ce que l'IA demain pourrait remplacer Gérard Larcher? J'ai une certitude, jamais une IA aurait pu suggérer la répartie d'hier sur RTL de Gérard Larcher à propos de M. Mélenchon, et c'est parfaitement, et c'est très bien. Donc on ne sait pas bien où on va, on avance dans le brouillard. Vous allez éclairer d'ailleurs les uns et les autres ces avancées, ce cheminement. L'objectif du colloque, c'est certainement pas des prédictions prophétiques, mais c'est essayer de mettre quelques balises, quelques repères et d'essayer de débaucher des scénarios. Je parlais à l'instant de révolution. Les révolutions, vous le savez aussi mieux que moi, elles charrient toujours beaucoup de peur et beaucoup d'espoir. Les espoirs, déjà, l'IA, je trouve, tient ses promesses. 2 exemples très rapides. Je lisais il y a quelques semaines qu'en matière de médecine, le MIT avait réussi à mettre au point un outil capable de prédire un cancer du sein 5 ans avant que ce cancer n'arrive. C'est absolument stupéfiant. Le port de Tianjin en Chine, grâce à l'intelligence artificielle, est parvenu à un niveau de compétitivité extraordinaire parce que toutes les opérations logistiques de chargement, de déchargement sont gérées par l'IA. Donc on voit déjà que les promesses sont là, mais pour moi, pour nous, pour les législateurs, ça conforte l'approche que nous avons,
que mon groupe, en tout cas ici au Sénat, tente d'avoir, y compris sur le numérique, mon cher Patrick, mais dans tous les domaines, et l'écologie, c'est que si on veut aborder ces questions-là, il faut le faire avec la raison. Il faut le faire avec la raison. Le progrès, ça n'est pas la décroissance. Le progrès, ça n'est certainement pas l'abdication des facultés du génie humain. Non, le progrès réside au contraire dans les ressources presque inépuisables que la science peut nous offrir. Et ça, c'est une conviction qui est très forte, qu'on doit avoir sur l'IA, comme on peut l'avoir sur d'autres domaines. Il faut tenir un discours de raison. C'est le choix que nous faisons ici, notamment au Sénat, qui est une assemblée un peu particulière dans le bicamérisme à la française. Et c'est un choix important au moment où je pense, même en Occident, on voit bien que la déraison gagne du terrain. Et vous l'avez vu, et moi je l'ai vu. Je me suis souvent et longtemps occupé, notamment de numérique et des telcos, mais on a bien vu au moment de la 5G. On le voit et on l'a vu, et je l'ai vu aussi au Sénat, au moment de la pandémie, avec des discours parfois complétistes. On a vu tout ça et on l'a touché de très très près, croyez-moi. Donc c'est par un discours de raison qu'on pourra répondre aux peurs. À cette peur que demain, l'IA pourrait remplacer l'humain, ou que, y compris d'ailleurs en matière d'algorithmes, les algorithmes pourraient en quelque sorte engrillager le libre arbitre. Un discours de raison, c'est un discours raisonné. Un discours raisonné où on doit se tenir aussi à distance de ces discours du messianisme. Là, je pense qu'il faut aussi faire attention à cela. Et un discours raisonné, c'est un discours raisonnable qui fait en sorte qu'on puisse poser un certain nombre de réflexions éthiques. Et je pense que toutes celles et ceux qui se jettent dans la technophilie sans avoir un minimum de recul, en refusant par principe de poser des limites ou au moins d'envisager une réflexion éthique, eh bien, je pense que ceux-là concourent aussi à la technophobie. Donc, si on veut que chacun garde le sens de la mesure, il faut aussi que tous, on puisse accepter ces limites. En tout cas, cette réflexion éthique, ça me paraît absolument fondamental pour le débat public. Évidemment, quand on parle de révolution, ça veut dire que l'IA, qui est une révolution, est une rupture. Et comme toutes les ruptures, elle nous ramène à quelques grandes permanences de notre condition humaine. Je pense que plus dans une société, plus les moyens augmentent, plus l'exigence sur les finalités et la réflexion sur les finalités de ce que peut rechercher une société, en termes économiques, en termes éthiques et autres, doivent être rehaussées. Les moyens et aussi les finalités. Sinon, une société ne peut pas tenir debout. C'est aussi un point, une dimension que nous envisagerons. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne la France, en ce qui concerne l'Europe, parce que je pense que cette réflexion, on ne peut pas l'envisager uniquement dans les frontières hexagonales. C'est le bon niveau pour nous. Vraiment, je tiens à le réaffirmer ici, c'est le niveau européen. On aura d'ailleurs une conclusion avec le président de la commission énergie, recherche, industrie, qui est un Roumain, Cristian Silvianu Busoy, ce soir, qui travaille énormément actuellement à la régulation à l'AI Act dans les mois prochains, qui devrait arriver. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental. La France, l'Europe sont à l'œuvre, évidemment, mais vous savez, regardez les brevets. L'Europe, c'est à peu près 10-12% des brevets qui sont déposés aujourd'hui autour de l'IA. La Chine, c'est 25-26%. Les États-Unis, c'est 30%. Donc là encore, il y a un risque de déclassement. Ce risque de déclassement, il crée pour nous un risque sur notre souveraineté. Mais au-delà de la souveraineté, il y a des questions fondamentales de liberté, de dignité. Et je pense que toutes les questions technologiques posent la question de la vision qu'on peut avoir de l'homme. Et je crois que l'IA, c'est évidemment un enjeu technologique, mais aussi c'est un enjeu anthropologique. Pour moi, c'est fondamental parce que l'IA questionne finalement le sens de nos existences individuelles, personnelles, mais aussi collectives. Je vais simplement partir d'un exemple qui est la société Replica, qui travaille, je crois, sur un confident virtuel et qui, il y a quelque temps, a changé les paramètres de son algorithme pour que ce confident virtuel supprime tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'échange amoureux ou sexuel. Et évidemment, vous avez eu des milliers de personnes qui avaient noué une relation, je ne dis pas si c'est bien, je ne dis pas si c'est mal, peu importe. Mais il y a eu une sorte de désarroi général. Donc on voit quand même les conséquences que peuvent avoir des modifications paramétriques simplement qui semblent un peu anodines ou qui sont des choix en fait. Qui sont des choix. Donc derrière l'IA, faisons attention.
il y a toujours derrière la machine un machiniste. Voilà, donc là aussi, dans le cadre d'une éventuelle, comment dirais-je, régulation, il faudra l'envisager. Sur la régulation, et pour terminer, je pense que ce qui nous menace, nous, Français et Européens, quand on parle de régulation, c'est des contraintes tellement étouffantes que, en voulant réguler, on tuerait, on jetterait le bébé avec l'eau du bain. Et il y a des entrepreneurs ici, dès qu'on parle de régulation, et dès qu'un Français, et dès qu'un législateur français parle de régulation, on sent tout de suite une petite contraction. Ça, je vous comprends. Vous vous souvenez de la phrase de Reagan qu'il avait eue un jour sur la France. Elle est assez délicieuse. Et moi, comme législateur, j'expérimente tous les jours. Reagan avait dit finalement en France, tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui bouge encore un peu, on le réglemente. Et ce qui bouge plus du tout, on le subventionne. Bon. Alors, tâchons de faire en sorte que la régulation européenne, qui s'appliquera bien sûr en France, n'étouffe pas le secteur, qu'avant de réguler, on puisse quand même avoir un beau secteur qui soit assez dynamique. Moi, je pense que c'est important. Et trouvons notre voie, qui ne soit pas celle des États-Unis. Joe Biden, il y a quelques jours, a signé un décret, vous le savez sans doute, qui va remettre globalement dans les mains des grandes entreprises cette régulation. Ça, c'est la voie américaine qu'on comprend parfaitement. Et puis, il y a la voie chinoise où ils ont édicté 24 règles pour être bien sûr que les programmations algorithmiques de l'IA soient en ligne, ces 24 règles, avec le parti. Bon, bah, nous, évidemment, on en parlera avec notre député, nos députés. Il y aura aussi François-Xavier Bellamy cet après-midi sur le travail que fait actuellement le Parlement européen pour faire émerger cette régulation au niveau européen. Mais on doit trouver une voie qui nous soit propre, qui ménage le secteur. Sans doute, il ne faut peut-être pas des mesures générales. Sans doute faudra-t-il pour chaque secteur, on en parlera, une approche de la régulation finalement assez fine et assez sectorielle pour éviter des règles générales qui peuvent être toujours très très pesantes. Mais la question pour la société de la transparence, mais la question de l'explicabilité aussi pour les utilisateurs seront fondamentales. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'être venus nombreux. Merci à ceux qui arrivent. On a encore quelques places au balcon, mais plus beaucoup. On en rajoutera des chaises s'il le faut. Merci à nos intervenants encore une fois. Ce colloque, c'est un point de départ, puisque nous allons, nous aussi, comme législateurs, travailler sur la régulation. Mais il faut que le politique, et je crois que le politique a une légitimité, dès lors qu'il s'agit de bouleversements importants, et que la technologie a des conséquences sur des comportements individuels et collectifs, tout simplement parce que l'IA ouvre un champ des possibles qui est extrêmement vaste, énorme, mais qu'avec ce champ des possibles, il y a aussi le champ des souhaitables. Et je pense que le rôle de la politique, finalement, c'est de transformer le possible en souhaitable. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.